Imagine un instant que tu te retrouves assis face à quelqu'un qui a 72 ans, quelqu'un qui a traversé des deuils, des joies immenses, des erreurs dont il n'est pas fier, des matins lumineux et des nuits très longues. Et imagine que cette personne te disait, avec une sorte de surprise tranquille dans la voix, « Tu sais, il y a des choses que je ne comprends toujours pas. Des choses que je pensais avoir résolues il y a longtemps et qui reviennent me surprendre. Est-ce que tu ressentirais de la pitié pour elle ? Ou bien, au contraire, est-ce que tu ressentirais quelque chose qui ressemble à du respect? Moi, je ressentirais du respect profondément. Parce que cette capacité à rester surpris par la vie, à reconnaître que l'on ne comprend pas tout, que certaines choses nous dépassent encore, c'est l'une des formes les plus rares et les plus précieuses d'intelligence. Émotionnelle. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une marque de lucidité et de courage. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble quelque chose qui me touche beaucoup, quelque chose que j'observe depuis des années dans ma pratique clinique, dans mes lectures, dans mes conversations avec des patients, des amis, des proches qui ont passé le cap des 70 ans. Il y a des choses que personne, ou presque, ne comprend vraiment après 70 ans. Non pas parce que ces personnes seraient moins intelligentes, bien au contraire, mais parce que ces choses-là touchent à des zones très profondes de l'expérience humaine, des zones où la raison seule ne suffit pas, où les mots manquent parfois, où la vie elle-même semble nous poser des questions, auxquelles elle ne donne pas de réponse simple. Et ce que ces incompréhensions révèlent de nous, c'est fascinant, parce que ce que l'on ne comprend pas dit autant sur nous que ce que l'on croit savoir, peut-être même davantage. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, quel que soit ton âge, je t'invite à rester avec moi. Parce que ces 9 choses dont je vais te parler, elles ne concernent pas seulement les personnes âgées, elles nous concernent tous. Elles parlent de temps, de regrets, de relations, de sens, de mort, d'amour, d'identité. Elles parlent au fond de ce que c'est qu'être humain jusqu'au bout. Installe-toi confortablement, respire. Et laisse-toi porter par cette réflexion. La première chose que personne ne comprend vraiment après 70 ans, c'est la vitesse du temps. Pas le temps en lui-même, mais cette accélération étrange, presque vertigineuse, que l'on ressent à mesure que l'on avance un âge. J'ai entendu cette phrase des dizaines de fois dans mon cabinet, je ne sais pas où passent les années, ou encore, c'était il y a 20 ans, mais pour moi c'est comme si c'était hier, et ce n'est pas une figure de Steeple, c'est une expérience vécue, réelle, parfois déstabilisante. Pourquoi le temps s'accélère-t-il avec l'âge? Les chercheurs en psychologie ont proposé plusieurs explications. L'une d'elles est particulièrement intéressante. Quand on est enfant, chaque journée est pleine de nouveautés. Le cerveau enregistre tout parce que tout est nouveau, et cette densité d'expériences nouvelles donne l'impression que le temps est long, riche, expansif. Mais à mesure que l'on vieillit, la vie tend à se routiniser. Les journées se ressemblent davantage. Le cerveau, qui est un organe économe, n'enregistre plus autant de détails. Et du coup, quand on regarde en arrière, il y a moins de repères, moins de marqueurs, et le temps semble s'être écoulé plus vite. C'est comme si on conduisait sur une autoroute bien connue, sans paysage particulier à regarder, et qu'on arrivait à destination sans vraiment avoir eu conscience du trajet. Mais ce qui est troublant, et c'est là que ça devient vraiment intéressant sur le plan psychologique, c'est que même les personnes qui ont eu une vie très riche, très variée, très pleine après 70 ans, ressentent cette accélération, comme si le corps lui-même, le système nerveux, avait une autre relation au temps que l'esprit conscient. Et ce que cela révèle, c'est quelque chose de profond sur notre rapport à la finitude. Parce que l'accélération du temps, à un certain âge, c'est aussi la conscience que le temps qui reste est compté. Et ça, c'est une vérité que l'on peut intellectuellement accepter à 30 ans, à 40 ans, mais que l'on commence à ressentir vraiment dans sa chair, dans ses os, souvent seulement après 70 ans. Il y a une patiente que j'ai accompagnée, je ne dirai rien qui permette d'identifier, une femme très cultivée, très active, qui m'a dit un jour « je comprends que je vais mourir », je l'ai toujours su. Mais là, pour la première fois, je le sais autrement. Je le sais avec mon corps, pas seulement avec ma tête, et elle pleurait, non pas de désespoir, mais d'une sorte d'étonnement face à elle-même. Comme si cette compréhension incarnée du temps était une découverte inattendue à 75 ans. Ce que je veux te dire, c'est que si tu ressens cette accélération, si les années te semblent filer trop vite, ce n'est pas un signe que tu rates quelque chose, c'est un signe que ton rapport au temps s'approfondit. Et cela peut être une invitation à ralentir intentionnellement, à créer davantage de nouveautés dans ta vie, même petite, même modeste, pour redonner de la texture au temps qui passe. Une promenade dans un quartier que tu ne connais pas, un livre dans un genre que tu n'as jamais exploré, une conversation avec quelqu'un que tu ne comprends pas tout de suite. Ces petites nouveautés, elles ralentissent le temps, elles le densifient, et c'est à notre portée à tout âge.
La deuxième chose que personne ne comprend vraiment après 70 ans, c'est pourquoi certains regrets ne disparaissent pas. On pourrait croire que le temps guérit tout. C'est ce qu'on entend souvent. Et il y a une part de vérité là-dedans, mais il y a aussi quelque chose que le temps ne fait pas toujours, c'est effacer les regrets profonds. J'ai rencontré des hommes et des femmes de 75-80 ans qui portaient encore en eux le poids de décisions prises 41 ans plus tôt. Une relation abandonnée sans explication. Un enfant à qui on n'a pas dit « je t'aime » assez souvent. Un rêve auquel on a renoncé trop vite, une dispute qui n'a jamais été résolue parce que l'autre est parti ou parce qu'on n'a pas trouvé les mots. Et ce qui est frappant, c'est que ces personnes ne comprennent pas pourquoi ça fait encore mal. Elles se disent « c'est si loin, j'aurais dû passer à autre chose ». Pourquoi est-ce que ça revient encore? La réponse psychologique est nuancée. Les regrets persistent quand ils touchent à nos valeurs profondes. Quand ce qu'on regrette n'est pas seulement une erreur, mais une trahison de qui on voulait être. Et ça, le temps seul ne le résout pas. Parce que ce n'est pas une blessure du passé, c'est une question ouverte sur l'identité. Qui suis-je? Moi qui ai fait ça, ou qui serais-je devenu si j'avais fait autrement? Les regrets sont aussi persistants quand ils concernent des choses irréparables. Et à 70 ans, il y a davantage de choses irréparables qu'à 30 ans. Les morts qu'on ne peut plus retrouver, les enfances qu'on ne peut plus revivre autrement, le temps qu'on ne peut plus rattraper. Mais voilà ce que j'ai appris et ce que la psychologie contemporaine confirme, le travail avec les regrets n'est pas de les effacer, c'est de changer notre relation à eux. C'est de passer de la rumination à l'intégration. La rumination, c'est tourner en rond autour du regret. Se demander être si, c'est reprocher, c'est punir. L'intégration, c'est quelque chose de différent. C'est reconnaître que cette erreur, ce choix, cette omission fait partie de qui je suis. Pas pour m'en glorifier, mais pour ne plus en avoir honte au point de ne pas pouvoir vivre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, elle vient de la tradition bouddhiste, mais elle résonne très fort en psychologie. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer le sens que tu lui donnes. Et changer le sens, ce n'est pas mentir à soi-même. C'est élargir la perspective, se demander qu'est-ce que cette erreur m'a appris, qu'est-ce qu'elle dit de mes limites d'alors, de ma peur, de ma jeunesse, et parfois cette question ouvre quelque chose. Pas une guérison miraculeuse, mais un espace de respiration. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre ce que tu traverses, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ta présence ici compte pour moi. La troisième chose que personne ne comprend vraiment après 70 ans, c'est pourquoi les relations deviennent à la fois plus simples et plus compliquées. Plus simples parce qu'on a moins de patience pour les superficialités. On n'a plus envie de perdre du temps avec des gens qui ne nous font pas de bien, avec des conversations creuses, avec des politesses vides. Il y a une forme de clarté qui vient avec l'âge, une capacité à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne compte pas. Mais en même temps, les relations deviennent plus compliquées. Parce qu'on a une histoire longue avec les gens qu'on aime. Des décennies de joie, de malentendus, de non-dits, de rancœur parfois, de tendresse aussi. Et cette histoire est à la fois une richesse et un poids. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. On ne peut pas repartir à zéro avec son conjoint de 40 ans de mariage, avec ses enfants adultes, avec ses vieux amis. J'ai souvent entendu des patients me dire après 70 ans quelque chose comme « je ne sais plus comment parler à mes enfants ». Ou « mon mari et moi, on vit côte à côte, mais je ne sais plus si on se connaît, vraiment, et ce n'est pas un échec ». C'est une réalité très humaine, les relations évoluent, les besoins changent, et parfois on n'a pas pris le temps de mettre à jour la carte qu'on a de l'autre. La psychologue américaine Carol Gilligan a beaucoup travaillé sur les relations et le développement moral tout au long de la vie. Et ce qu'elle observe, c'est que la qualité des relations à un âge avancé dépend beaucoup de la capacité à rester curieux de l'autre. Pas de prendre l'autre pour acquis, pas de croire qu'on le connaît entièrement, mais de continuer à se demander qui es-tu aujourd'hui, qu'est-ce qui te préoccupe, qu'est-ce qui t'est fait du bien. Cette curiosité, elle semble simple, mais elle demande un effort réel parce qu'elle va à l'encontre de nos habitudes. On a tendance, avec les gens qu'on aime depuis longtemps, à cesser de les voir. Vraiment, on voit l'image qu'on a d'eux et eux, de leur côté, font la même chose avec nous. Que cela révèle, c'est un besoin profond de renouvellement dans les liens. Non pas de tout changer, mais d'apporter un regard frais sur ce qui existait. Et c'est possible, même après 40 ans de mariage. Même avec un enfant avec qui on a eu des conflits difficiles. La curiosité sincère peut rouvrir des portes qu'on croyait fermées. La quatrième chose que personne ne comprend vraiment après 70 ans, c'est la nature de la solitude. Pas la solitude comme isolement social, même si ça existe et c'est un vrai problème.
Mais la solitude intérieure, cette expérience d'être seul avec soi-même d'une manière nouvelle, plus intense, parfois plus apaisante aussi qu'on ne l'a jamais été. Après 70 ans, beaucoup de personnes se retrouvent avec davantage de temps libre, les enfants sont partis depuis longtemps, le travail est terminé ou se termine, le rythme social ralentit. Et dans ce ralentissement, il y a quelque chose d'inattendu qui se produit. On se retrouve face à soi-même de manière plus directe qu'avant. Et certaines personnes trouvent cela magnifique. Elles découvrent une paix intérieure qu'elles n'avaient jamais eu le temps de trouver. Elles lisent, elles méditent, elles jardinent, elles réfléchissent, elles s'apprivoisent elles-mêmes. Mais d'autres trouvent cela terrifiant, parce qu'être seul avec soi-même, c'est aussi être seul avec ses pensées difficiles, ses peurs, ses questions sans réponse. Et si toute la vie on a évité cette confrontation en s'occupant, en s'agitant, en se distrayant, se retrouver face à soi-même à 70 ans peut être une expérience déstabilisante. Le philosophe Pascal avait cette phrase célèbre « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Et je ne dis pas ça pour rouger. Je le dis parce que c'est une vérité profonde sur la condition humaine. Nous avons du mal à être avec nous-mêmes et la vieillesse, en nous offrant davantage de temps seul, nous confronte à cette difficulté. Ce que la psychologie nous dit, c'est que la capacité à être seul sans se sentir seul, ce que le psychanalyste Winnicott appelait la capacité d'être seul, est l'une des compétences émotionnelles les plus importantes que l'on puisse développer. Et il n'est jamais trop tard pour la travailler, pas en s'isolant davantage, mais en apprenant à habiter son intérieur, en développant une relation bienveillante avec ses propres pensées, en trouvant des activités qui permettent d'être avec soi sans s'ennuyer ni s'angoisser. La méditation de pleine conscience que j'ai beaucoup pratiquée et enseignée est un outil puissant pour ça. Mais ce n'est pas le seul. L'écriture d'un journal, la contemplation de la nature, la prière pour ceux qui ont une pratique spirituelle. Toutes ces choses peuvent aider à transformer la solitude en quelque chose de nourrissant plutôt que d'appauvissant. Prenons un moment de pause ici, on a exploré 4 des 9 choses, le temps qui s'accélère, les regrets qui persistent, les relations qui s'est complexifiées et la solitude intérieure. Chacune de ces réalités est profonde et mérite qu'on s'y arrête vraiment. Si ce que tu entends résonne en toi, si tu reconnais quelqu'un que tu aimes dans ces mots, je t'invite à partager cet épisode. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. On continue ensemble. La 5e chose que personne ne comprend vraiment après 70 ans, c'est pourquoi le corps devient étranger. Je ne parle pas seulement des douleurs, des maladies, des limitations physiques, même si tout ça est réel et difficile. Je parle de quelque chose de plus subtil. Cette expérience de regarder son corps dans le miroir et de ne pas tout à fait se reconnaître, de sentir que l'image extérieure ne correspond plus à l'image intérieure. Il y a une dissociation étrange qui peut se produire. À l'intérieur, on peut se sentir encore jeune, curieux, vivant, plein d'énergie mentale, et en même temps, le corps envoie des signaux différents. Il fatigue plus vite, il récupère moins facilement, il porte les traces du temps de manière visible et cette dissociation, elle est déstabilisante. Parce qu'on a passé toute sa vie à s'identifier à son corps à travers lui. Et voilà que ce corps change, se transforme, devient parfois moins fiable et on ne sait plus tout à fait comment s'y retrouver. J'ai eu une conversation mémorable avec un homme de 78 ans, ancien sportif, qui me disait avec une sorte d'humour teinté de mélancolie « Mon cerveau croit encore qu'il peut courir 10 km. » Mon corps, lui, a lu la note de service et on a ri ensemble, mais derrière ce rire, il y avait quelque chose de plus sérieux. Il y avait la question « Comment je m'adapte à ce nouveau moi? Comment j'habite ce corps vieillissant sans me sentir diminué ?» La psychologie du vieillissement parle de ce qu'on appelle l'intégration du corps vieillissant et ce n'est pas une acceptation passive, résignée. C'est quelque chose de plus actif, c'est apprendre à écouter son corps différemment, à lui faire confiance autrement, à trouver de la beauté et de la dignité dans ce qu'il est, même transformé. Il y a des cultures, notamment dans certaines traditions asiatiques et africaines, où les corps âgés sont regardés avec respect, avec vénération même, parce qu'ils portent l'histoire d'une vie. Chaque ride, chaque cicatrice, chaque marque du temps est vue comme un témoignage, pas comme une dégradation. Et cette perspective, même si elle est difficile à adopter dans nos sociétés occidentales très axées sur la jeunesse et l'apparence peut être libératrice. La 6e chose que personne ne comprend vraiment après 70 ans, c'est le sens de ce qu'on a fait de sa vie. Cette question que les philosophes appellent la question du sens, elle devient très concrète, très personnelle, très urgente à un certain âge. Ce n'est plus une question abstraite, c'est « est-ce que ma vie a compté ? Est-ce que j'ai laissé quelque chose ? Est-ce que j'ai été utile, aimant, présent ?
Erik Erikson, le grand psychologue du développement, parlait du dernier stade de la vie comme d'une tension entre ce qu'il appelait l'intégrité et le désespoir. L'intégrité, c'est la capacité à regarder en arrière et à se dire « oui, cette vie était la mienne, elle avait du sens, je ne la changerai pas fondamentalement ». Le désespoir, c'est le contraire. C'est regarder en arrière avec le sentiment que tout était vain, que les occasions étaient manquées, que la vie n'avait pas le sens qu'on espérait. Et ce qui est remarquable, c'est que cette question du sens ne se résout pas forcément par les grandes réalisations. J'ai connu des gens qui avaient, eux, des carrières brillantes, des succès reconnus et qui étaient dans le désespoir. Et j'ai connu des gens qui avaient, eux, des vies très ordinaires, très simples, et qui étaient dans une paix profonde, parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir été là pour les autres, d'avoir aimé, d'avoir été aimé. Le sens ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, il vient de la cohérence entre ce qu'on valorise et ce qu'on a vécu. Et cette cohérence, on peut toujours la travailler, même à 70 ans. Même à 80 ans, il y a une pratique que je recommande souvent et qui s'appelle la lettre à soi-même. Elle consiste à écrire une lettre à la personne qu'on était à 20 ans, à 30 ans, pour lui dire ce qu'on a appris, ce qu'on a traversé, ce qu'on lui souhaiterait. Et cet exercice, en apparence simple, peut être profondément révélateur. Il permet de voir le fil conducteur de sa vie, les valeurs qui ont guidé nos choix même quand on n'en était pas conscient, les moments de courage qu'on a oubliés, les amours qui ont compté. La septième chose que personne ne comprend vraiment après 70 ans, c'est pourquoi la mort des autres fait si mal, même quand on s'y attendait. Après 70 ans, la mort devient une présence régulière dans la vie. Les amis disparaissent, les frères et sœurs parfois, les contemporains. Et chaque deuil, même quand la personne était malade, même quand on savait que c'était inévitable, est une surprise douloureuse. On croit qu'on s'y prépare. On croit qu'avec le temps, avec l'expérience, on devient plus capable de faire face à la mort des autres. Et parfois, c'est vrai, on développe une certaine résilience. Mais souvent, la douleur reste vive, inattendue, déconcertante. Pourquoi ? Parce que chaque mort d'un proche, c'est une partie de soi qui disparaît aussi. Chaque personne qu'on aime porte en elle une version de nous, une version que seule elle connaissait. Et quand elle part, cette version-là part aussi. On perd non seulement l'autre, mais aussi une partie de sa propre histoire, de sa propre identité. Il y a aussi quelque chose que la psychologue Pauline Boss appelle le deuil ambigu, qui peut se produire même avant la mort physique, quand quelqu'un qu'on aimait est atteint de démence par exemple, et qu'il est là, physiquement mais absent autrement. Et ce type de deuil est particulièrement difficile parce qu'il n'a pas de rituel, pas de reconnaissance sociale, on ne sait pas comment en parler, on ne sait pas comment le vivre. Ce que je veux te dire sur le deuil, c'est ceci, il n'y a pas de bonne façon de faire son deuil, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de règles. Le deuil est une expérience profondément individuelle qui prend le temps qu'il prend, qui passe par des phases qui ne sont pas linéaires. Et la seule chose qui aide vraiment, c'est de ne pas être seul dedans. De pouvoir en parler, d'avoir quelqu'un qui écoute sans vouloir réparer, sans vouloir accélérer, sans vouloir minimiser. Si tu traverses un deuil en ce moment, je veux que tu saches que ce que tu ressens, c'est légitime. Que la douleur n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'amour. Si ce contenu te touche, si tu penses à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, je t'invite à le partager. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins-nous. On continue ensemble dans cet espace de réflexion et de bienveillance. La huitième chose que personne ne comprend vraiment après 70 ans, c'est pourquoi la gratitude et la tristesse peuvent coexister. On pourrait croire que ce sont des sentiments opposés, qu'on est soit reconnaissant, soit triste, soit en paix, soit en souffrance. Mais la réalité émotionnelle est beaucoup plus complexe que ça. J'ai rencontré des personnes qui me disaient « Je suis tellement reconnaissant pour ma vie ». Pour mes enfants, mes petits-enfants, les voyages que j'ai faits, les amours que j'ai vécus, et en même temps je suis triste. Triste de voir que ça se termine, triste pour ceux que j'ai perdus, triste de ne plus avoir l'énergie que j'avais. Et elle ne comprenait pas comment ces deux sentiments pouvaient être vrais en même temps. Mais c'est précisément ça, la richesse émotionnelle de la maturité, la capacité à tenir ensemble des vérités contradictoires, à être à la fois reconnaissant et triste, à la fois en paix et inquiète, à la fois plein d'amour et blessé par la vie. En psychologie, on parle de tolérance à l'ambiguïté. C'est la capacité à vivre avec des contradictions sans avoir besoin de les résoudre, sans avoir besoin de choisir un camp. Et cette tolérance, elle se développe avec l'âge, elle est l'un des fruits de l'expérience. Mais elle peut aussi être déstabilisante parce qu'on n'a pas toujours les mots pour la décrire, pour l'expliquer aux autres. Quand un enfant demande à son grand-père « Tu es heureux, papy ?» et que le grand-père répond « Oui et non », l'enfant ne comprend pas parce que pour un enfant, on est soit heureux, soit malheureux.
Mais pour quelqu'un qui a vécu 70-80 ans, la réponse oui et non est peut-être la plus honnête, la plus vraie, la plus profonde qu'on puisse donner. Et ce que cela révèle, c'est une maturité émotionnelle que notre société ne valorise pas assez. On a tendance à valoriser la positivité, l'optimisme, le bonheur affiché. Et on laisse peu de place à la complexité émotionnelle des personnes âgées. On voudrait qu'elles soient soit heureuses de leur vie, soit malheureuses. Mais elles sont souvent les deux. Et c'est beau, même si c'est difficile. La neuvième et dernière chose que personne ne comprend vraiment après 70 ans, c'est ce que l'on veut vraiment laisser derrière soi. La question de l'héritage. Pas l'héritage matériel, même si ça existe, mais l'héritage de sens, ce qu'on veut que les autres retiennent de soi, ce qu'on veut avoir transmis. Et cette question est souvent source de grande confusion. Parce qu'on peut passer toute une vie à penser qu'on laissera un certain héritage et se rendre compte au crépuscule de cette vie que ce qu'on a vraiment transmis, c'est tout à fait différent de ce qu'on imaginait. J'ai connu un homme qui avait consacré sa vie à sa carrière professionnelle, convaincu que son héritage serait son œuvre, ses réalisations. Et à 75 ans, ce qu'il réalisait avec une émotion mêlée de surprise et de gratitude, c'est que son vrai héritage était la façon dont il avait appris à ses enfants à aimer les livres, la façon dont il leur avait montré, sans le savoir, comment traverser les difficultés avec humour, la façon dont il avait toujours été là, simplement là, quand ils avaient besoin de lui. L'héritage le plus durable n'est presque jamais ce qu'on planifie. C'est ce qu'on est, c'est la qualité de notre présence, c'est la façon dont on traite les gens. C'est les petits gestes répétés, les mots dits au bon moment, les silences bienveillants, et ce que cela révèle, c'est quelque chose de libérateur si on veut bien le voir ainsi. Ça révèle qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à construire un héritage qui compte. Pas besoin de grandes réalisations, pas besoin de monuments. Il suffit d'être présent, d'être attentif, d'être aimant. Maintenant, aujourd'hui, prenons un dernier moment de pause avant de conclure. On a parcouru ensemble 9 réalités profondes, 9 choses que personne ne comprend vraiment après 70 ans. Et si tu m'as écouté jusqu'ici, je te remercie. Ta présence, ta curiosité, ton ouverture, elles comptent. Et si ce que tu as entendu t'a touché, je t'invite à le partager avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse peut-être l'une de ces réalités en ce moment. Alors laisse-moi te résumer ce qu'on a exploré ensemble. Parce que chacune de ces 9 choses mérite d'être portée dans la conscience, pas comme un fardeau, mais comme une lanterne. La première, c'est la vitesse du temps. Ce vertige de voir les années s'accélérer qui nous invite à créer davantage de nouveautés, à ralentir intentionnellement, à densifier notre présence dans chaque journée. La deuxième, ce sont les regrets qui persistent. Non pas parce qu'on a échoué, mais parce qu'ils touchent à nos valeurs les plus profondes. Et le travail n'est pas de les effacer, mais de changer notre relation à eux, de passer de la rumination à l'intégration. La troisième, c'est la complexité des relations, ces liens qui deviennent à la fois plus simples et plus chargés d'histoire. Et la solution, si on peut l'appeler ainsi, c'est la curiosité. Continuer à se demander qui est vraiment l'autre. Aujourd'hui, la quatrième, c'est la solitude intérieure. Cette confrontation avec soi-même qui peut être terrifiante ou libératrice selon qu'on a appris ou non à habiter son propre intérieur. La cinquième, c'est l'étrangeté du corps vieillissant. Cette dissociation entre l'image intérieure et l'image extérieure qui demande une forme de réconciliation, d'habitation nouvelle de soi-même. La sixième, c'est la question du sens. Cette tension entre l'intégrité et le désespoir, entre le sentiment que sa vie a compté et la peur qu'elle n'ait pas eu de sens. Et la réponse est toujours intérieure, toujours liée à la cohérence entre ce qu'on valorise et ce qu'on a vécu. La septième, c'est la douleur des deuils répétés. Cette surprise douloureuse de voir que la mort des autres fait toujours aussi mal parce que chaque mort emporte une partie de notre propre histoire. La huitième, c'est la coexistence de la gratitude et de la tristesse. Cette capacité à tenir ensemble des vérités contradictoires qui est l'un des fruits les plus précieux de la maturité émotionnelle. Et la neuvième, c'est la confusion autour de l'héritage. Cette découverte que ce qu'on laisse derrière soi n'est presque jamais ce qu'on avait planifié, mais ce qu'on a été jour après jour dans la qualité de notre présence. Ces 9 choses, elles ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des dimensions de l'expérience humaine à accueillir, à explorer, à traverser avec douceur et avec courage. Et si je devais te donner un seul message à emporter de cet épisode, ce serait celui-ci. Ne pas comprendre, c'est aussi une forme de sagesse. Les personnes qui ont 70, 80, 90 ans et qui avouent ne pas tout comprendre, qui restent en surprise par la vie, qui continuent à se poser des questions, ces personnes-là sont vivantes
d'une façon très profonde. Elles n'ont pas fermé les portes, elles n'ont pas arrêté de chercher. Et c'est ça au fond la vitalité. Pas l'absence de doute, mais la capacité à vivre avec les doutes sans se laisser paralyser par eux. La psychologue Mary Ainsworth, qui a tant travaillé sur l'attachement, disait que la sécurité intérieure ne vient pas de l'absence de peur, mais de la confiance qu'on a en sa propre capacité à traverser ce qui vient. Et cette confiance, on peut la cultiver à tout âge, à travers les conversations comme celle-ci, à travers les livres, la méditation, les liens avec les autres, la bienveillance envers soi-même. Je pense souvent à cette image d'un vieux chêne. Il a traversé des tempêtes, il a perdu des branches, il porte les cicatrices du temps, mais il est là, ancré. Et ses racines sont peut-être plus profondes qu'elles ne l'ont jamais été. Et sous son ombre, les autres trouvent de la fraîcheur, de l'abri, de la paix. C'est ça, vieillir bien, ce n'est pas ne pas avoir de cicatrices. C'est avoir des racines assez profondes pour que les tempêtes ne nous arrachent pas. Et c'est offrir son ombre à ceux qui en ont besoin. Si tu as un proche qui a passé 70 ans, je t'invite à le regarder avec ces yeux-là, pas avec de la pitié, pas avec de la condescendance, mais avec du respect. Parce que ce qu'il porte, ce qu'il a traversé, ce qu'il continue de comprendre et de ne pas comprendre, c'est une richesse. Une richesse que notre société moderne a parfois du mal à voir, mais qui est réelle. Et si toi-même tu as passé 70 ans, je veux que tu saches ceci, ta vie, avec tout ce qu'elle contient de beau et de difficile, de compris et d'incompris, de résolu et d'ouvert, ta vie a de la valeur. Pas parce que tu as tout réussi, pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as été là, parce que tu as aimé, parce que tu as continué. Et si tu es plus jeune, si tu écoutes ceci avec 30, 40 et 50 ans, je t'invite à voir dans ces 9 réalités non pas des menaces futures, mais des invitations présentes. Des invitations à commencer maintenant à cultiver la relation au temps, au regret, au lien, à la solitude, au corps, au sens, au deuil, à la complexité émotionnelle, à l'héritage. Parce que tout ce qu'on cultive maintenant, on le récoltera plus tard. Et la vieillesse qu'on préparait aujourd'hui, c'est celle qu'on vivra demain. Je te remercie d'avoir été là. Je te remercie pour ta présence, pour ton écoute, pour ta confiance. Ces conversations, pour moi, ne sont pas des monologues, ce sont des dialogues. Même si tu ne parles pas, même si tu écoutes en silence, je sais que tu es là, et ça compte. Si ce contenu t'a été utile, si tu as reconnu quelque chose de toi dans ces mots, ou quelqu'un que tu aimes, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et partage cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, quelqu'un qui traverse un deuil, une question de sens, une difficulté avec son corps qui change, une relation qui se complique. Parfois, se sentir moins seul dans ce qu'on traverse est déjà beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode, prendre soin de toi. Et souviens-toi, ne pas tout comprendre, c'est aussi une façon de rester ouvert à la vie.